avec les populations qui sont décrites comme migrantes forcées, un des enjeux, c'est qu'est-ce qu'on peut bien faire pour les soulager. Alors évidemment, il y a toute la partie biomédicale, alors ça on connaît, puis on peut faire un bout avec elle, avec eux. Il y a la partie de santé mentale, quand c'est des problèmes de santé mentale, nous, médecins de première ligne, on peut faire une partie, puis dès que ça devient beaucoup plus complexe, c'est nos collègues psychiatres. Puis la question c'est, et au-delà de ça, que peut-on faire? Parce que souvent le désarroi est tel qu'on doit aller ailleurs, en tout cas investiguer, essayer de les comprendre. Et je pense que pour certaines patientes, certains patients, la spiritualité, voire la religiosité, sont des parties importantes de leur vie. Donc ça veut dire que nous autres médecins, internistes, généralistes, médecins de famille, on se doit d'aller regarder et comprendre s'il y a quelque chose de ce côté-là qui peut nous aider à accompagner notre patiente, notre patient. C'est un peu de ça dont il s'agit. Et pour ce faire, je pense qu'on doit être soi-même déjà un peu au clair sur ce que signifie la spiritualité, ce que signifie la religiosité, est-ce que nous-mêmes on est pratiquants ou pas, est-ce qu'on est quand même spirituel ou pas. Donc il faut qu'il y ait l'introspection, comme beaucoup de sujets, disons, je dirais, peut-être plus complexes dans le domaine de la médecine. Là, c'est une question de vie, tout simplement. Et à partir de là, se permettre de poser des questions. Et souvent, en tout cas moi, ce que j'ai appris au cours des années, c'est que souvent les patients, les patientes, ils répondent a priori à toutes les questions. Le tout est de savoir comment les poser, comment y arriver, à quel moment, sur quel ton. Donc je dirais que spiritualité, oui, pour moi, c'est, en tout cas pour certains de mes patients, ça a eu été, ou c'est toujours, une aide. On en parle, on l'évoque, on essaie d'en faire quelque chose. Maintenant, je pense qu'il y a des situations en médecine de première ligne qui se prêtent assez bien, c'est lorsqu'on a un suivi chronique de patients. Si je pense à ce qui arrive actuellement avec cette guerre en Ukraine, comme on fait beaucoup de tri, parce que face à une situation de guerre, de catastrophe humanitaire, de crise, des personnes demandant la protection aux États tiers, on n'a pas le temps d'aller autant dans les détails. On se doit de trier pour savoir qui va où, qu'est-ce qu'on fait avec tel et tel problème, telle et telle personne. Un peu plus de peine à savoir où introduire les aspects de spiritualité auprès de ces personnes. Je pense que probablement mes collègues psychiatres, au travers des groupes de parole, doivent probablement pouvoir y toucher, peut-être, d'une certaine façon, tout en sachant qu'il y a la limitante du groupe. Peut-être ça peut être un facilitateur, mais ça peut être aussi une limitante si la personne veut, dans le fond, en discuter, mais peut-être plus dans un cercle fermé où il y a un soignant, une soignante, et elle ou lui. C'est un petit peu ça l'enjeu. Donc je dirais que ça pourrait être une aide, ça pourrait être particulièrement utile, mais ça ne l'est pas systématiquement. J'ai une patiente qui vient du Cameroun qui a été diagnostiquée au début des années 2000 d'un sida. C'était un sida à ce moment-là, bref, séropositif pour le VIH. Et puis à un moment donné, on a parlé de ça parce que je la suis chroniquement. Actuellement, elle est sous trithérapie, elle se porte bien. Mais durant toutes ces années, à un moment donné, je lui ai dit, bon, qu'en est-il de la communauté camerounaise de Lausanne? Et puis, quel est le type de pratique religieuse ou de spiritualité ou de spiritualité? Parce que j'imagine qu'elle pourrait être aidant. Faux. Faux parce que la maladie en tant que telle était l'obstacle. Dans le fond, il y avait tout le stéréotype, les préjugés, potentiellement la discrimination qu'il y a à l'idée que pour une certaine communauté, être porteuse du VIH est quelque chose qui dit beaucoup sur la vie qu'a menée la personne, sur les comportements, etc. Donc c'est pour ça que je me dis, ok, c'est important en tout cas toujours d'y penser, de pouvoir le placer au bon moment, de pouvoir aller scruter, mais ce n'est pas forcément toujours aidant. Ça peut s'avérer le contraire. En tout cas, tant qu'on n'a pas mis les choses au clair. Cette dame, en l'occurrence, a mis les choses au clair de manière assez forte comme ça. Et depuis lors, je pense que sa spiritualité et sa pratique religieuse sont des atouts. De cas en cas. Mais il y a une façon d'introduire la question qui peut être très variable en fonction de la situation de la personne, du genre de la personne, bref.
Et c'est un peu une posture d'humilité culturelle. C'est-à-dire que moi, je travaille vraiment avec la grande diversité et je ne sais pas souvent, dans le fond, moi, je suis de religion catholique, je suis non pratiquant, je m'intéresse beaucoup au bouddhisme, mais voilà, c'est le petit bout que moi je fais. Puis je me considère comme étant spirituel. Bien. Mais partant de là, face à cette grande diversité, j'ai plutôt une posture d'humilité culturelle qui n'est pas une fausse humilité. C'est vraiment, je me permets de vous poser une question par rapport à votre spiritualité, peut-être votre pratique religieuse. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on en parle? Et fort de ceci, on va un peu plus loin, ou voire beaucoup plus loin. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on élicite peut-être plus facilement. Je parlais de la chronicité versus la situation de tri, mais je pense que face à des échéances, et notamment par rapport au décès, c'est des choses aussi qui peuvent se creuser peut-être avec un peu plus de sens par rapport à la situation, en tout cas superficiellement, comme ça. On a l'impression qu'en parler s'il y a une échéance parce qu'il y a un cancer pulmonaire avec des métastases, ça peut s'inscrire un peu mieux dans un espèce de scénario, quelque chose comme ça. Mais je dirais que je n'ai pas de questions précises. C'est plutôt d'y aller de manière vraiment humble, parce que je me dis que face à cette diversité, probablement les réponses seront multiples et variées, et donc il ne doit pas y avoir une question unique. Intuitivement, c'est ce que je me dis. Disons, il y a un certain nombre de thématiques, l'intimité par exemple, c'est aussi des choses où on avance peut-être de manière plus précautionneuse pour ne heurter personne. Parce que le patient et la patiente ont le droit de dire je ne veux pas qu'on discute de ça. Autre sujet comme ça un peu du même ordre, mais je ne les compare pas, mais c'est tout ce qui est du domaine de la dimension financière. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu pour savoir comment est-ce que vous arrivez à la fin du mois d'un point de vue financier. Est-ce que vous arrivez à... Puis voilà, puis on évoque. Donc, je ne compare pas les thématiques, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être une entrée en matière qui est un peu différente par rapport à d'autres questions qui sont plus banales, habituelles. Je pense que de manière assez systématique, je pose la question de si on peut y aller lorsque je sens qu'il pourrait y avoir une inquiétude, une résistance, ou alors parce que la littérature scientifique décrit que ça peut arriver, ou alors parce que peut-être que j'ai mes propres freins. Par exemple, la question financière, c'est intéressant. On se dit, oh non, mais en Suisse, on ne peut pas parler d'argent. Non. Et en fait, on peut en parler probablement avec 80-90%, suivant les études des patients. Mais peut-être que le problème est plutôt chez moi, c'est-à-dire que j'ai de la peine à parler de questions financières, ou j'ai de la peine à parler de la mort, parce que je n'ai jamais pensé à ma propre mort, ou j'ai de la peine à parler de spiritualité. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que je parlais de l'introspection. Je pense que c'est vraiment, il y a quelques sujets dans le domaine de la médecine où on les enseigne pas de cette façon-là, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un effort d'introspection majeur pour... Je pense qu'on peut parler de la mort avec un patient probablement si on a pensé à sa propre fragilité, à sa propre finitude à un moment donné. C'est probablement plus simple à 56 ans que ça ne l'est à 25 ou à 30 ans. Mais je sais que par exemple pour la mort, moi j'y ai pensé assez tôt, assez vite par la perte d'un être cher. Et j'ai surtout essayé de lire parce qu'assez vite dans ma pratique, j'ai perdu quelques patients, voire des patients jeunes. Et ça me semblait essentiel parce qu'autrement il y a un trop grand écart entre ce qui se passe et là où vous êtes dans votre propre cheminement.